moins se déplacer avec son véhicule, voilà, pour avoir une moins forte empreinte écologique. Essayer de manger plus local, principalement. Oui, voilà. La bonne résolution par rapport à l'année dernière, c'est que maintenant que je viens travailler 1 fois par semaine à pied. Voilà. Donc l'année prochaine, ce sera 2 fois par semaine ? Ça dépend de la météo parce qu'il ne faut pas qu'il pleuve. 2 fois, pourquoi pas ? Oui, ça ce serait le but. Ça ce serait bien. Ça ce serait bien par contre. Bonne idée. On est plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat, on est plus chaud. Ces bonnes résolutions pour la planète ont-elles été tenues ? C'est en tout cas une des préoccupations majeures de la société en ce début 2019. Et les premiers qui tirent la sonnette d'alarme sur le sujet, ce sont les jeunes. À Namur aussi, ils vont se lancer avec enthousiasme dans les grèves pour le climat. Les élèves namurois s'organisent pour apporter leur voix à cette mobilisation. En fait, on est un représentant dans chaque école, plus ou moins, pour pouvoir bien rassembler tout le monde. Voilà. Alors c'est quoi le message aujourd'hui à Namur ? Le message, c'est qu'on aimerait bien dire aux politiciens de faire plus de démarches écologiques pour peut-être essayer de sauver notre planète parce qu'on court à notre perte, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre meilleure notre planète et on remarque que la pollution est la principale cause de la destruction de notre planète et on voudrait changer ça pour que nos enfants, nos futurs enfants, toutes les générations qui vont suivre seront enfin libres de la Terre. Ces jeunes vont secouer leurs écoles et leurs professeurs pour qu'ils se joignent à la cause. Les manifestations seront organisées pour ne pas nuire au rythme des apprentissages, en sachant que le plus bel apprentissage, c'est celui de la participation active à la démocratie. Le mot d'ordre, c'était que ça vienne avant tout des élèves. Donc on a effectivement parlé de ça avant, avec eux en classe, mais on a dit que ça devait venir d'eux. Et sur la demande des élèves, les professeurs qui souhaitaient accompagner les classes, nous on trouvait que c'était super important, donc on a eu de la chance que notre direction nous laisse partir et venir ici parce que je pense que si on ne bouge pas aujourd'hui, on ne bougera jamais. L'école, dans son projet d'établissement, a clairement le développement durable comme valeur, je dirais, de référence. Donc ça fait partie de la citoyenneté, de l'engagement. C'est une préoccupation vraiment importante des jeunes et on les comprend. Et nous, les enseignants, nous partageons cette préoccupation. Donc l'école est derrière eux. Le 22 février, ils seront plusieurs dizaines de milliers dans les rues de Bruxelles, rejoints par Greta Thunberg. La jeune Suédoise est devenue la figure de proue du mouvement. Les jeunes se reconnaissent en elle. Et parmi ces jeunes, il y a la flamande Hanouna de Wever et la namuroise Adélaïde Charlier. Un mouvement qui se moque des frontières et notamment des frontières linguistiques. Ces jeunes vont rappeler à l'ensemble de la société ses obligations vis-à-vis de la planète. We are not only changing the world, we are saving the world. Thank you. La présence de Greta, qu'est-ce que ça apporte au mouvement ? Ça change tout, ça montre que le mouvement est international, pardon. Le mouvement là, il commence seulement tout doucement à se répandre. Il va se répandre, on l'espère, partout en Europe et on voit qu'il est présent aussi en Australie et on espère qu'il sera présent partout au niveau international. Vous avez entendu Greta notamment parler de sciences du climat avec beaucoup d'éloquence et quand on compare cela à l'état de connaissance de beaucoup de femmes et d'hommes politiques sur la même question, il y a un décalage énorme. C'est aussi très encourageant de voir que ces jeunes arrivent à mobiliser leur génération et à mettre les femmes et les hommes politiques devant leurs responsabilités. D'autres citoyens souhaitent mettre les hommes et femmes politiques au pied de leurs responsabilités. Ce sont les Gilets jaunes. À Namur, après avoir bloqué un dépôt de carburant, ils bloquent l'administration fiscale wallonne. Ils veulent attirer l'attention sur les injustices fiscales, mais aussi sur les inégalités qui touchent aussi une classe moyenne en plein désarroi. Ils n'ont pas de leader charismatique, leurs méthodes sont parfois maladroites, comme l'action menée en pleine nuit au domicile du bourgmestre namurois. Et pourtant, ces gilets jaunes ont des choses à partager sur les inégalités qui caractérisent notre société. La partie visible de la pauvreté, ce sont les SDF qui hantent les rues namuroises. À côté des services sociaux comme le relais social urbain namurois, des citoyens bénévoles se mobilisent pour apporter un peu de chaleur à ceux qui sont notamment chassés de la gare. Tous les dimanches, nous arrivons ici vers 8h30, 9h. Nous sommes ici derrière la gare jusqu'à 10h, 10h15. Et puis nous faisons tout le tour de Namur et de Jambes où nous portons aussi des petits déjeuners aux personnes que nous rencontrons. C'est important d'écouter les souffrances sans donner de conseils, mais d'être là, d'être présent. Et boire ma petite tasse me fait plaisir de me retrouver parmi toutes ces personnes, quoi. Et toutes ces personnes qui aident, je trouve ça formidable parce que tous les dimanches, ils viennent, ils se sacrifient un peu. Et je crois que c'est même pas un sacrifice, c'est quelque chose qui vient du cœur.
Autant d'éléments qui prouvent la faillite du système. Le blocage de la concertation sociale à la belge en est une nouvelle preuve. Mi-février, une grève interprofessionnelle touche le pays. Les salaires constituent la meilleure protection contre la précarité. Les syndicats le rappellent. Il est essentiel de mener un rapport de force face au patronat, face à la Fédération des entreprises de Belgique, qui sont en train de bloquer les négociations interprofessionnelles, qui sont des négociations fondamentales, car on y négocie les salaires minimums pour l'ensemble des travailleurs en Belgique. C'est vraiment un enjeu de solidarité pour que les gens puissent vivre en tout cas décemment aujourd'hui. Notre société peut heureusement aussi compter sur des citoyens qui se mobilisent pour venir en aide aux migrants en transit qui séjournent le long de nos autoroutes. Les citoyens du monde jetés sur les routes de l'exil sont aux mains des pires trafiquants, mais ils sont aussi pris en charge par des femmes et des hommes qui créent le collectif S13, une main tendue pour pallier l'absence de solutions proposées par les pouvoirs publics. Tout va bien? Tout va bien? Seul? Tu es toute seule? One? C'est un problème énorme, le problème des migrants, moi qui me touche. En même temps, je comprends qu'on ne sait pas accueillir toute la misère de l'Afrique. En Belgique, c'est impossible. Et je comprends que les gens aient peur. Mais d'un autre côté, je pense que ces personnes, ces migrants, ils sont sur notre territoire, entrés légalement ou illégalement, ils sont ici. Et pour moi, c'est insupportable de penser qu'ils dorment dehors, dans des bois, dans des petites tentes en hiver, alors que nous, on est dans nos maisons bien douillettes chez nous, c'est quand même dur. Et donc, j'ai beaucoup de sympathie pour M. Puy et pour son collectif. Voilà. Autre secteur en ébullition, celui du non-marchand. La réforme des aides à la promotion de l'emploi, les APE, est redoutée. Elle fait planer des craintes sur le secteur de l'insertion socio-professionnelle, un secteur qui se bat pour celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Mon hypothèse, c'est qu'il y a une réelle volonté d'en finir avec l'insertion socio-professionnelle pour mettre en place uniquement des processus courts d'emploi direct pour les plus qualifiés. Ce début d'année sera marqué par un conflit d'une ampleur inégalée dans la presse belge. Le journal L'Avenir, détenu par l'intercommunal Publifin, vit des heures difficiles. La restructuration prévoit le licenciement de 45 personnes, mais la décision de se séparer par un licenciement sec de 4 collaborateurs crispe les journalistes. Le bras de fer avec la direction les prive d'accès au site internet. Cette goutte d'eau fait déborder un vase déjà bien plein. Pour la première fois de son histoire centenaire, le quotidien déserte les kiosques. Que maintenant la direction passe en force avec des licenciements ciblés, procède aussi à un lock-out numérique, donc elle a coupé les accès de tous les journalistes à tous les réseaux sociaux du journal pour s'assurer vraiment qu'il n'y ait rien qui soit publié. Que la direction procède avec une telle violence dans les licenciements parce que les personnes en 3 minutes ont été licenciées et priées de quitter l'entreprise. Donc je pense que pour qu'un journal soit indépendant, il faut que la rédaction soit indépendante, elle l'a prouvé. Mais il faut aussi que la direction et l'actionnaire protègent cette indépendance et présentent cette indépendance comme une valeur et non pas comme un danger pour eux-mêmes. Les journalistes continueront leur combat. Aujourd'hui, ils constituent une coopérative pour prendre une participation dans la société au moment où les actionnaires décideront de la revente. Le troisième pouvoir, lui aussi, ne peut exister que par son indépendance. Et pourtant, au fil des années, la justice est devenue le parent pauvre de notre pays. Des juges, des greffiers, des avocats qui défilent dans nos rues. L'image est inédite, mais témoigne du malaise. Il est urgent de prendre conscience d'abord au niveau politique de la réalité de la situation. La situation est catastrophique et il est urgent d'investir dans la justice. Ce n'est d'ailleurs pas que moi qui le dis. Aujourd'hui, le ministre de la Justice le dit lui-même, il faut 700 millions pour la justice. Écoutez, c'est un petit peu dommage qu'ils le disent à quelques semaines de la fin de la législature. D'autres sont en train de le dire aussi. J'ai entendu Maxime Prévost qui disait effectivement il faut 500 millions pour la justice. On peut discuter des chiffres, on peut aussi lancer des promesses. Moi, j'espère surtout qu'au-delà des promesses, il y aura des actes. L'urgence maintenant, c'est qu'il y ait des actes, c'est qu'on se mette autour de la table entre responsables judiciaires et responsables politiques pour avoir un vrai projet pour la justice de demain en Belgique. La justice attend que toutes ces promesses se concrétisent dans un accord gouvernemental. Cette année 2019 sera marquée par les gouvernements minoritaires. Le 18 mars, le gouvernement wallon perd aussi sa majorité. Madame Potini, élue MR, a décidé de quitter ce parti
pour rallier les listes de M. De Stex. Et dès lors que notre majorité reposait sur une voix, je dirais, de différence par rapport à l'opposition, Mme Potigny faisant défaut, il n'y a plus de majorité. Cette crise politique sera un premier caillou dans la chaussure de celui qui vient d'être désigné à la tête du CDH pour succéder à Benoît Ludgen. Maxime Prévost est homme de défi et celui-ci sera important à la veille de l'échéance électorale. Ne sommes-nous pas assez audibles, mais nous ne sommes certainement pas en déficit de crédibilité de par la modernité et la pertinence du projet que nous portons. Un autre caillou dans la chaussure du bourgmestre, cette fois, c'est celui de l'avenir du parc Léopold et le projet d'y construire un centre commercial. La ville décide un peu tardivement peut-être d'organiser des ateliers participatifs autour de ce projet, une démarche jugée positive par certains. C'est très intéressant parce que ça démontre quand même la prise en compte du souci disons du citoyen, au lieu de venir avec un projet clé sur porte à l'emporte-pièce convenu entre un certain niveau d'autorité et un promoteur. Ici, vraiment, il y a une démarche qui est salutaire et qui est très intéressante, pour autant qu'elle se poursuive. Cela ne calmera pas l'opposition de certains à ce projet. Réconcilier le politique et le citoyen est tâche complexe. Au collège Saint-André à Fosse-la-Ville, on apporte sa petite pierre en organisant une rencontre entre les élèves et les candidats. Alors tout d'abord, il y a eu l'immigration avec la chute du gouvernement ici il y a quelques semaines, l'environnement forcément avec les manifestations, avec l'urgence climatique et puis les inégalités fiscales, sociales, environnementales. Les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est révélateur d'un malaise, d'une fracture dans la société. Et les jeunes la vivent énormément, contrairement à ce que l'on peut voir. D'autres élèves, ceux de l'Athénée François Bovès, réalisent un film sur la vie de l'illustre François Bovès, un homme d'État porteur de valeurs qui parle encore aujourd'hui aux oreilles des plus jeunes. Je trouvais ça vraiment une bonne idée de faire un travail sur François Bovès et sur la résistance, parce que c'est nous aussi qui devons résister demain et continuer pour qu'on vive tout le temps dans un pays juste et avec de la démocratie. Et pour qu'on soit libre, continuer à lutter pour ce qui nous semble juste, parce que le verbe résister se conjugue à tous les temps, même au présent, donc voilà. C'est cet appel à la résistance qui clôturera cette rétrospective du premier trimestre 2019. Nous y joindrons les notes de l'ensemble Les Agréments, un orchestre qui participe à la renommée de Namur à travers le Centre d'art vocal et de musique ancienne. Une évocation musicale de la Révolution française, une musique inspirante pour une société en pleine ébullition.